Bonsoir tout le monde. En fait, je ne vais pas faire une introduction longue du tout, parce que le film a lui-même une introduction que je laisse découvrir par ceux qui ne l'ont jamais vu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont jamais vu, et puis d'autres qui viennent revoir une espèce de classique, mais on parlera de sa monumentalité et de ce que c'est que cette grosse chose que West Side Story, qui, à mon sens, est un peu hétérogène dans notre programme, même si notre cycle, donc le deuxième sur la comédie musicale, reprend une avancée chronologique. Donc ce film de Robert Wise, on essaiera de voir de quoi il est fait, mais vous le savez déjà, c'est une forme de synthèse. Donc il y a une richesse à la fois plastique, musicale, rythmique même, le rythme étant à la fois le rythme au sens musical et puis le rythme au sens du montage, que je vous laisse découvrir sans tarder. Il vient évidemment d'une pièce de Broadway, enfin d'une comédie musicale de Broadway qui est montée en 57 et puis portée à l'écran en 61. Donc voilà, on en parle plutôt après. Certains d'entre vous auront d'ailleurs vu le remake. Je me suis aperçue tardivement qu'il le faisait parce que ce film-ci avait 60 ans, Spielberg. Mais en tout cas, on pourra aussi parler de cette proposition à fin d'année 2021. Qu'est-ce que ça veut dire de refaire un film pareil aujourd'hui? Voilà, alors bon film et puis à tout à l'heure. Merci, et je vais vous passer la parole rapidement parce que je voudrais être concise. Le film étant long et en fait riche, surchargé, c'est aussi ça qui fait que ça fatigue. Il faut absorber beaucoup avec West Side Story. Et donc plutôt que de parler des noms, de comment c'est fait, enfin, de tout ça, du côté savoir qu'il y a autour de la fabrication de ce film, je me suis dit, en le revoyant là en vrai, que quand même ce qui est important et ce qui me frappe, c'est la façon dont il arrive à être très composite et en même temps, justement, de faire un tout très cohérent, mais en tenant deux espèces de pôles, et donc en sortant complètement du classicisme. Si certains connaissent la comédie musicale dite classique, c'est-à-dire, disons, à partir de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 50, c'est-à-dire le gros de ce qu'on a montré ici, et principalement, puisqu'il y avait des problèmes de droit, vous vous souvenez, avec les films Fred Astaire, Rogers, on a surtout vu des films avec Gene Kelly ou avec Fred Astaire, Judy Garland plus tard en couleur, donc des films MGM. Ici, vous avez tout le savoir-faire qui est quand même synthétisé dans cette production où on voit que Hollywood a encore les moyens de faire beaucoup, de faire des choses, un perfectionnisme d'ailleurs qui est légendaire au niveau danse, puisque Jerome Robbins, le chorégraphe qui avait créé la pièce à Broadway, a co-réalisé le film, et a blessé, sa chorégraphie, son perfectionnisme a blessé un nombre de danseurs énorme. Donc voilà, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est ce perfectionnisme des grands studios hollywoodiens est là. Et en même temps, je dis sorti de ce classicisme-là, parce que il me semble que le film intègre, alors à la fois, vous avez reconnu le récit, la structure du récit, c'est celle de Roméo et Juliette, mais donc intégrant le social, les grandes questions sociales de l'après-guerre, on pourrait dire, aux États-Unis, et donc sortant de ce classicisme de la comédie musicale qui était centré complètement autour d'un couple, mais aussi, au fond, à travers le couple, sur la réalisation de soi, à titre individuel. C'est-à-dire que le couple était, il me semble, une sorte de prolongement de cette réinvention de soi qu'il y avait dans les comédies musicales. C'est à la fois un idéal courtois à deux, mais à la fois, en fait, à chaque fois, si vous repensez aux films classiques de comédie musicale qu'on a vus, c'est aussi une réalisation personnelle, professionnelle, artistique, à travers la danse. Et là, on voit bien que ce film qui s'ouvre avec ces décors réels impressionnants de Manhattan, filmés d'hélicoptères, donc cette immense plongée
sur la ville, dont on voit que c'est pas du stock shot, dont on voit que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir au début de beaucoup de films américains depuis très longtemps, à savoir quelques plans pris par une autre équipe, etc. Dont on voit que c'est très important qu'on voit la ville réelle, et puis ensuite beaucoup de décors effectivement réels, c'est-à-dire en partie à l'est, à la limite de Harlem, vers la 110e rue, si vous connaissez New York, et puis en partie complètement à l'ouest, la 68e. Et donc, voilà, quand même beaucoup plus de New York réel qu'on n'a jamais vu finalement dans le cinéma hollywoodien. Et puis surtout, l'intégration, me semble-t-il, et j'y pensais à la fin, donc ça c'est le côté urbain, on pourra en reparler, et le film se clôt sur ce générique. C'était important de laisser ce générique de fin avec la craie sur les murs. Immense concepteur de générique qui est Saul Bass, et qui l'année précédente, je crois, ou 2 ans avant, signait le générique que vous connaissez tous de La mort aux trousses. On va revenir à ça. En tout cas, donc il y a toute cette dimension urbaine intégrée, et puis cette dimension plus que simplement la réalité sociale de la ville, les divisions territoriales, etc., les questions de communautarisme, de racisme, et aussi quand même de sexisme. Mais encore autre chose dans le social qui est intégré, me semble-t-il, c'est, on pourrait dire, le teen movie. C'est-à-dire que ce qui est d'abord montré comme une guerre de territoire, et vraiment mon quartier, la limite de notre quartier, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous, qu'est-ce qui est aux autres, etc. Finalement, à la fin, on se dit, plus le film avance, et plus on se dit que c'est une question de génération. C'est-à-dire que la frontière, en réalité, elle est entre cette génération qui n'a aucune chance, qui sent qu'elle a une espèce de chape de plomb sur elle, et la génération des parents qui, vous l'aurez remarqué, est complètement laissée hors champ, parce que Doc, qui a un rôle assez important, est plutôt un grand-père qu'un père. Donc, ces parents qu'on devrait voir normalement dans l'appartement de Bernardo et de sa sœur, on ne les voit pas, on entend le père comme ça hors champ, mais il y a quelque chose de très pesant dans cette génération, et comme par hasard, vers la fin, quand il est tout seul dans la rue, le personnage, il y a les 2 gros visages des photos de Al Wood, de la campagne politique. Cet homme d'un certain âge, moustachu, voilà, il est entouré par les 2 grosses têtes. Bon, et donc je me disais, finalement c'est ça, on a une espèce de glissement, on se dit c'est une guerre de territoire, de ceux qui étaient là avant, ceux qui sont des immigrants récents, qui ne sont pas nés aux États-Unis, c'est Gangs of New York de Scorsese. Bon, on connaît, on sait que Manhattan est fait de ces différentes strates de population, strates démographiques. Bon. Donc il y a cet aspect social, mais en même temps, plus profondément, je dis teen movie, film d'adolescent, parce que c'est au milieu des années 50 que le cinéma américain commence à vraiment s'intéresser à cet âge, et pour cause, les gens adolescents de l'âge de ces personnages vont devenir le public principal du cinéma hollywoodien, donc il ferait mieux de s'y intéresser, Hollywood, et c'est le cas avec La fureur de vivre en 55 de Nicolas Ray, qui d'où me semble découler quasiment tous les teen movies qui viendront après. Alors certains sont comiques, certains sont plus ou moins comique, mais celui-là, évidemment, est tragique. Et quand même, il a cette force-là, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin en ayant ce poids tragique assez localisé dans cette frontière entre les générations, plus que simplement les questions de territoire qu'on voit au début. Et donc le film arrive à porter ça, je trouve, cette dimension tragique assez fortement. Et puis la deuxième remarque que je me faisais, et après je vous donne la parole, c'est que je disais composite, synthétique, si vous voulez, monumental en réalité, et Robert Wise sait faire ça, c'est-à-dire qu'il a compris que le genre comédie musicale était en fait une occasion de synthétiser énormément et de savoir-faire et de dimensions esthétiques et narratives, etc. Donc il peut y avoir des passages comiques comme la tragédie du récit, mais composite aussi parce qu'il synthétise en fait, je disais sorti du classicisme au niveau narratif, mais sorti du classicisme aussi parce qu'on a un modernisme très fort. Vous vous souvenez, le tout début, c'est-à-dire l'ouverture, l'introduction,
Et là, on se dit, on est sur un mode en fait opératique. C'est un opéra, il y a l'ouverture, voilà, on a une structure vraiment d'opéra, mais extrêmement moderniste, avec ce jeu de couleurs uniquement sur les lignes comme ça. C'est-à-dire qu'on a pris l'île de Manhattan avec ses gratte-ciel, et puis il y a juste les lignes abstraites, et ça c'est très soul bass, hein, donc ce concepteur de générique, si vous vous souvenez de celui de La Mort aux trousses, ce sont des lignes aussi sur un gratte-ciel, des vecteurs, hein, qui s'appellent North by Northwest, c'est le titre original du film d'Hitchcock, donc voilà, des directions, donc toute cette dimension abstraite et moderniste au fond du film est surprenante dans son alliage avec ce réalisme, disons, social, qui est abordé et qui est quelque chose on pourrait dire de la culture populaire de l'époque qui est intégrée, la culture qui est déjà dans le cinéma, le film Graines de violence que vous avez peut-être vu, qui est quasiment cité, et puis cette chanson très drôle de commentaire social, d'auto-commentaire social par les jeunes gens, disant mais oui en fait... disant à la police, ou à la loi et à l'ordre, c'est la société qui nous a fait. Donc on a toutes les excuses du monde, puisque le déterminisme social, c'est écrit, regardez, c'est marqué partout. Donc il y a une espèce de conscience très très forte de ça, de mise en abîme de ça, très drôle dans Officer Krupke, mais qui est d'un âge d'après. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. On n'a plus cet espoir qu'il y avait dans la comédie musicale classique de changer, de pouvoir changer, etc. Et on a perdu une forme d'innocence. On est capable de se regarder en train d'être un cas social, si on veut. Et ça aussi, c'est triste, d'une certaine façon, de pouvoir se penser comme une génération perdue dès cet âge-là. Mais en tout cas, le film a cette force d'être à la fois très abstrait dans son chromatisme fou, et Jean-Paul Lançon parlait du format dans lequel il a été tourné, donc Panavision 70 mm, hein, c'est-à-dire que la bande est 2 fois plus grosse que la bobine, est 2 fois plus large, et donc il y a plus de définition à l'image, mais aussi plus de profondeur de champ. Donc ça modifie aussi notre perception de l'espace. Enfin, à mon avis, ça a deux conséquences principales. Donc la première, c'est la précision et c'est la profondeur de champ, donc la profondeur, on pourrait dire, de la super scène, c'est-à-dire que ça n'est pas filmé, ça n'est pas une adaptation un peu molle d'une comédie de Broadway dans des décors réels, c'est vraiment l'exploration par la caméra de la profondeur que permet le décor réel, y compris quand c'est un faux décor réel, par exemple la terrasse, où il chante In America, et où ensuite elle chante toute seule Maria, où en fait l'espace est traité de la même façon, c'est-à-dire la caméra toujours pouvant aller toujours plus loin, soit dans la profondeur, soit dans la verticalité, en haut, en bas, avec énormément, presque que des plans en plongée, je le disais au départ, quand on a la ville, mais surtout beaucoup en contre-plongée, ce qui fait ensuite des lignes obliques tout le temps. Hein, vous vous souvenez de ces escaliers propres à New York, qui sont les escaliers en fer de fire escape, de sortie incendie, et qui sont tout le temps filmés, ou bien le pont de l'autoroute rouge. Voilà. Il y a tout un travail et sur les lignes et sur les couleurs, les grillages, voilà, tout ce qui peut barrer, disons, la perspective de ces jeunes gens, qui est d'un artifice évidemment extrême et qui va avec une utilisation des couleurs extrêmement stylisée, extrêmement anti-réaliste. Vous vous souvenez, la danse au gymnase, par exemple, on voit très bien qu'on a d'un côté les portoricains en gros en rouge et violet, et de l'autre les Jets en orange et jaune. C'est pas stylisé au point que ce soit systématique et que tout le monde ait un costume soit jaune, soit orange. C'est suffisamment marqué avec les dominantes pour qu'on le perçoive, et en même temps pour qu'on ait cette dimension beaucoup plus réaliste et sociale qui est intégrée à l'ensemble du film. C'est pour ça que je dis qu'il est composite et qu'il est extrêmement synthétique. Il décide de ne pas choisir entre ces deux dimensions fondamentales du cinéma, qui sont l'artifice total que permet cet art et puis le réalisme total que permet cet art, puisqu'il est analogique, il est photographique et
et donc potentiellement toujours documentaire. Donc vous voyez, là, il arrive à faire une synthèse qui fait un monument, du coup. Et c'est pour ça que moi, au cours de mes divers visionnages, peut-être les vôtres aussi, j'ai varié mon appréciation de ce film parce qu'il est monumental, parce qu'il est tellement énorme que parfois on a besoin de quelque chose qui a un accroc, qui a des aspérités, qui a des manques. Et il offre une surcharge, il offre à peu près tout. Donc voilà, parfois c'est pas ce vers quoi on se tourne. Là, moi, j'y suis plus réceptive, notamment depuis que cette histoire de génération un peu perdue m'est apparue plus fortement. Mais je suis quand même curieuse que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que vous y voyez peut-être tout à fait autre chose, ou des clichés, je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il y a quand même des clichés un peu ethniques, sur que Steven Spielberg récemment, en refaisant donc ce film l'année dernière, a voulu corriger. C'est son seul, j'allais dire, c'est presque son seul apport. Non, c'est-à-dire qu'il aime tellement et la bande son et les chorégraphies de ce film et tout, et sa réalisation, et on ne peut pas l'en blâmer, surtout à mon avis pour les chorégraphies et la bande son, qu'il a donc refait le film quasiment à l'identique, avec quelques petites modifications, mais pas du tout une modernisation. C'est situé au même moment, etc. Mais simplement, il y a quelques touches, dirait-on, un peu moins politiquement incorrectes sur la représentation et des femmes et du viol que manque de subir Anita, hein, dans cette scène vers la fin où elle est coincée par les jets. Donc voilà, où les choses chez Spielberg sont plus explicites, et où le personnage de Maria est moins marqué aussi par son accent. Donc la chanson qui reprend juste après l'entracte, qui est connue, I Feel Pretty, quand elle danse toute guillerette dans le magasin de couture, par exemple. Steven Sondheim étant encore vivant, il est mort très récemment, quand Spielberg lui a demandé de travailler avec lui sur cette nouvelle version, a notamment retouché des choses. Et quand on écoute I Feel Pretty dans la version 2021, moi j'ai cru percevoir beaucoup moins de R roulé. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites corrections comme ça qui sont apposées, mais c'est intéressant que quelqu'un ait voulu refaire ce monument. C'est quand même il faut avoir de l'énergie, il faut croire encore au système des studios et au système hollywoodien. Je voulais juste rebondir, comme on dit, sur ce que tu as dit sur le côté teen movie un petit peu. Il me semble que les teen movies, comme tu dis, à partir de la fureur de vivre, faisaient beaucoup. Souvent d'ailleurs, c'était quand même des films plutôt série B, il me semble en général. Et ils faisaient en général une grande part à la musique de cette génération, qui est quand même le rock and roll. Et j'ai l'impression, quelque part, il me semble que c'est quelque chose qui manque peut-être dans le film. Et c'est intéressant de voir comme le traitement musical, et pour le coup, est découplé en fait de. Il est assez classique, symphonique. C'est quelque part, c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire, si on voit le film en tant qu'il veut interpréter. Alors, il y a une réponse directement. Je voulais dire que ça se comprenait que ce soit pas une musique rock'n'roll, parce que la comédie musicale dont c'est tiré, c'est cette musique-là. Oui. Donc ils sont partis de la comédie musicale pour faire le film, et ils ont respecté. On peut trouver la bande son, du moins il y avait c'était publié en CD, je parle pas de la bande son du film, mais la bande son, l'enregistrement original de la comédie musicale. Je sais que chez Naxos, ils avaient réédité, on pouvait la trouver à une certaine époque. Mais c'est déjà la fin des années 50, et donc la question se pose, parce que ça aurait pu être plus... Oui, mais c'est avant tout, c'est presque c'est un théâtre musical en fait. C'est pas tout à fait une comédie musicale non plus, c'est un théâtre musical.
C'est-à-dire c'est une première œuvre lyrique presque pour Leonard Bernstein. Oui, c'est un peu le problème d'employer en français le mot comédie musicale, parce que du coup il y a comédie et ça n'inclut pas. C'est pas approprié pour ce film. Voilà, à mon sens. C'est une tragédie musicale, c'est un drame musical, c'est un mélodrame musical, même si, comme chez Shakespeare par exemple, il y a des moments comique, mais ça, le théâtre peut intégrer ça dans sa forme. Oui, mais c'est ce côté totalisant, en fait, qui... moi, je pense que le fait d'avoir une partition, alors je ne sais pas si on peut parler de néoclassicisme pour la musique de Bernstein, je ne m'y connais pas assez, mais on voit bien ce que je veux dire, c'est-à-dire effectivement de ne pas mettre au goût du jour la musique qui correspond à la génération des acteurs représentés. C'est justement pour moi, d'abord on pourrait dire faire rentrer dans un genre reconnu comme noble, tragique, etc., à savoir, disons, opératique, des questions qu'on laissait un petit peu justement à la comédie ou à la série B, donc anoblir si on veut, mais faire monter ces questions, et sociales et générationnelles. Et puis d'un autre côté, et peut-être involontairement, c'est peut-être à nouveau les écraser d'une certaine façon dessous. Ça, c'est ce qu'on... on peut trouver que justement, comme leur musique à eux n'est pas représentée ou est moins représentée, du coup, c'est papa-maman qui font la musique. Donc, ça peut être... Mais ça crée de la tension aussi. Pour moi, le fait que ce ne soit pas entièrement, disons, un film adolescent, à destination d'un public adolescent et avec une musique adolescente, c'est plutôt une tension à mettre à son crédit, à mon avis. Mais... oui. Je voulais juste... Je vous le passe. Alors, je voulais juste dire deux choses, revenir sur une chose que vous avez dite concernant l'absence des parents. Oui. En fait, alors, je rebondis sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a une figure essentielle, c'est l'inspecteur. L'inspecteur de police. C'est l'inspecteur de police, et c'est pour ça que dans un cri de rage, Maria l'empêche d'approcher dans la scène finale. Comme en fait, c'est lui qui porte toute la responsabilité des parents. Bah, il y a une caricature en tant que représentant de la loi et de l'ordre et du racisme. Voilà. Quand même aussi. Et autrement, parce que peut-être ça n'a pas été évoqué, on parlait de toutes les scènes extérieures au départ. En fait, si je ne pense pas me tromper, je crois que toute une partie des endroits où ça a été tourné devait être détruite pour faire, je crois que c'était le Rockefeller Center, mais je ne suis pas sûr, et qu'en fait, ils ont retardé la démolition. D'ailleurs, on voit des fenêtres murées et tout. La démolition pour pouvoir tourner le film en extérieur. Oui, ça c'est la partie qui est tournée à Ouest 68e rue. Et c'est ce que va explorer Spielberg d'ailleurs dans son film, où il va marquer beaucoup plus au tout début. On va pas le passer, mais on vous laissera le découvrir si vous allez voir le West Side Story 2021. C'est-à-dire qu'il fait le choix d'ouvrir, lui, non pas sur des plans aériens comme ça de Manhattan. Alors peut-être que ça commence aérien d'ailleurs, mais enfin en tout cas ça descend très très vite sur vraiment le chantier du Lincoln Center. Il me semble que ça nous est même dit que c'est le Lincoln Center. Si vous connaissez un peu New York, vous savez que c'est là où il y a l'opéra. Donc voilà, c'est là où il y a non seulement l'opéra, mais quasiment la cinémathèque, le Walter Reed Theatre, où on peut aller voir West Side Story. Donc c'est presque aussi une façon de dire aux spectateurs, bah voilà, là où vous allez pouvoir voir soit de l'opéra, soit du cinéma, comme le film que je vous montre, bah en fait, en dessous, il y avait des gens comme ce que je vous montre, mais maintenant c'est la culture chic et gentrifiée, comme on dit, embourgeoisée, qui a gagné. Donc Spielberg est très très bon à mon avis dans cette ouverture-là pour nous les montrer véritablement sur ce chantier. En fait, ce qui nous fait comprendre aussi, c'est que les deux gangs, l'un comme l'autre, que l'un domine l'autre, mais on le sent bien dans le film original, les deux ont perdu d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les blancs qui dominent parce qu'ils sont primo-arrivants par rapport aux autres. On voit bien que c'est une illusion et qu'ils vivent dans cette illusion, mais que tous les pauvres seront de toute façon
perdant dans l'histoire. Alors c'est plus marqué dans le début de Spielberg puisqu'on est vraiment dans des gravats, on est vraiment dans la fin d'un monde, la fin de ces quartiers qui malgré tout cohabitaient. On voit bien que oui, il y a des guerres de territoire, etc., mais que de fait, ils vivaient quand même au cœur de la ville et que là, c'est plus du tout le cas et que le centre-ville est complètement inabordable du point de vue des logements. Alors vous vouliez... Oui, je crois me souvenir que l'écriture de la partition musicale par Bernstein ou Bernstein, je ne sais pas comment on dit, selon, elle avait débuté bien avant la création à Broadway, même pas du film. Je crois qu'elle avait débuté fin 40, vers 48-49. Donc est-ce que ça ne serait pas une explication sur le style de musique qui a été composé ? Parce que le rock, même s'il était peut-être déjà naissant, je ne sais pas à quel moment... Oui. Non, hein. Et non, mais dans les années 50, oui, ça aurait pu. Mais peut-être un peu plus milieu 50. Mais par contre, moi, je trouve que ce qui est quand même bien représenté, c'est effectivement l'arrivée des musiques latino et des danses latino, et ce qui était une réalité, puisque, si j'ai bonne mémoire aussi, Porto Rico a été... pas intégré, enfin n'est pas un État américain, mais début 1900, après la guerre, je crois, c'est ça. Et donc, en fait, les portoricains qui vivent à New York sont américains, sauf qu'ils ne sont pas reconnus comme tels. Ils ont apparemment, il y a un problème de racisme quand même. Oui. Alors ça, je ne sais pas pour l'histoire exacte de Porto Rico et de New York, mais j'allais dire, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que de toute façon, le racisme est présent. Et ça, c'est un peu aussi quand même ce que montre Gangs of New York de Scorsese, mais à une espèce d'échelle complètement épique. C'est que de toute façon, il y a une hiérarchie qui se refait, même sur des choses complètement délirantes. Donc chaque petite distinction peut être l'objet d'une discrimination. Mais sur le rock ou pas le rock, enfin, sur le fait qu'il y a une absorption, disons, de cette modernité sociale par une non-modernité musicale. Enfin, je pense que ça fait partie de la surcharge baroque, enfin, d'espèce de volonté totalisante du film. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toutes les générations, il faut qu'il y ait le côté opéra. Alors, ce qui est intéressant à propos de ça, c'est que Jacques Demy, il se trouve qu'il est allé aux États-Unis, il a fait son premier voyage aux États-Unis au moment où le film était montré. Et en fait, il a vu plusieurs fois et il a pris des notes sur la structure de West Side Story. C'est-à-dire que quelque chose l'a intéressé et c'est ça qui lui a fait structurer Les Demoiselles de Rochefort, que vous devez connaître, je pense, et qu'on avait passé dans la première saison, me semble-t-il, de comédie musicale, oui. Alors, c'est bizarre, parce qu'on se dit, mais quel rapport entre cette petite vie provinciale, les histoires de couple, un peu mignonnes, enfin, des Demoiselles de Rochefort, les deux sœurs, on a l'impression d'être beaucoup plus proche des individus. C'est pas des groupes, vraiment, dans les Demoiselles de Rochefort, c'est beaucoup plus familial, on pourrait dire un peu quasi villageois à l'intérieur du centre de Rochefort. Mais outre qu'il a invité et Gene Kelly, c'est-à-dire le danseur, réalisateur, chanteur de la comédie musicale classique, il a aussi invité Georges Chakiris dans Les Demoiselles de Rochefort. Mais outre ça, c'est-à-dire cette touche de présence physique et des chorégraphies un peu inspirées de celles de Jérôme Robbins dans certains des ballets des Demoiselles de Rochefort, c'est vraiment plus comment faire un film où le rythme domine. C'est pour ça que je parlais aussi de modernisme, c'est qu'il y a une musicalité qui est vraiment travaillée dans le film, qu'on peut étendre, disons métaphoriquement, figurativement, au montage. Robert Wise était par ailleurs monteur et voilà, il a un sens du rythme. Le film est très découpé. Si vous vous souvenez, au début, toutes les scènes dans le terrain de basket, enfin, où on découvre ce que c'est que ce film, on ne sait pas qui va arriver, qu'est-ce que... vous aurez remarqué que toute l'ouverture, après les panneaux abstraits,
toute l'ouverture est non dialoguée. Enfin, on attend très très longtemps avant qu'il y ait des dialogues. Donc elle est à la fois dansée, mais à la fois aussi très découpée. Ce qui n'est pas une obligation quand on filme des gens qui dansent. On peut aussi laisser des plans séquences et les montrer dans la réalité, disons, rythmique de leurs mouvements. Là, pas du tout. C'est à la fois la caméra a des mouvements très fluides, très nombreux, parfois très sinueux, des angles. Parfois, elle est au sol, parfois, elle remonte, etc. Mais en plus, c'est très découpé. Et donc, il y a un sens, il y a un rythme qui nous est... qui n'est pas seulement le rythme musical, les percussions, etc., qui a un rythme visuel et qui est très travaillé dans le film. Et ça, je pense que Jacques Demy y a été sensible, même s'il a son propre style, puisque le rythme est quand même quelque chose de très corporel pour l'auteur. Mais par exemple, Demy commence les Demoiselles de Rochefort par une très longue séquence de mise en place d'une kermesse dans le centre-ville, et pareil, où il n'y a pas de dialogue, où on voit les forains d'abord qui arrivent dans la ville, qui passent le pont, etc., et puis ensuite qui installent les guirlandes, les projecteurs, etc. sur la place, et tout ça, très très longue ouverture non dialoguée. Donc il s'inspire de cette audace, on pourrait dire, d'une forme de radicalité qu'il y a à ne pas tout de suite rentrer dans le récit, les petits dialogues entre les gens et disons l'échelle individuelle, mais aussi l'échelle humaine, quoi. C'est-à-dire rester au départ dans quelque chose de très plastique et de très musical. Et ça, c'est quand même très, très fort. Et puis Jacques Demy, évidemment, a aussi un sens de la radicalité chromatique qui tire forcément une inspiration de ce film-ci, parce que c'est étonnant. Le souvenir qu'on en a souvent, c'est des souvenirs de couleurs, de la robe d'Anita mauve, des carreaux de couleurs, de la porte de la chambre de Maria. Vous voyez, ce sont des... Il n'y a pas de sens à ça. C'est pas une symbolique des couleurs. C'est une affirmation plastique, qui insiste et qui reste dans nos mémoires autant à la limite que l'intrigue ou que telle ou telle ligne de dialogue, me semble-t-il. La couleur de la robe de qui ? La couleur de la robe de qui ? Oui, pour finir, à propos du fait que Spielberg ait voulu diminuer l'accent portoricain, je me posais la question à savoir si justement dans ces années-là, les portoricains ne tenaient pas à parler anglais avec leur accent portoricain. Enfin, il y avait peut-être une raison pour laquelle Robert Wise avait tenu à ce qu'il et elle parlent avec cet accent portoricain quand ils parlaient anglais. Oui, mais alors quelle serait cette raison ? Comme on peut tenir à montrer sa culture, oui. Je me pose la question, est-ce que c'était vraiment indispensable chez Spielberg ? Mais parce que nous, vu de France, je pense que le communautarisme nous fait tellement horreur qu'on entend un accent comme étant plus marquant peut-être que... Effectivement, si vous allez à New York, le nombre des accents est de toute façon tellement varié que tout le monde comprend et accepte votre accent et ne va pas à chaque fois vous dire « Ah, mais alors votre accent, c'est tel... » Donc, il y a une facilité dans la culture américaine à intégrer dans l'oreille l'accent. Mais là, quand même, il me semble que c'est tellement au centre de l'intrigue, à savoir... quand même, non seulement des frictions communautaires, mais aussi ce qui est dit dans la chanson très drôle dont les paroles de Sondheim sont quand même très percutantes encore aujourd'hui, à savoir être marqué aussi par l'accent. C'est-à-dire que la pauvreté, la discrimination se pratique aussi parce que on vous reconnaît, alors on reconnaît la couleur de votre peau, mais on reconnaît quand même aussi la durée de la jeunesse ou l'ancienneté de votre séjour à la qualité de votre accent. Donc c'est quand même discriminatoire. Et dans In America, je trouve que c'est malheureusement, les paroles de la chanson, que la traduction essaye d'adapter au mieux, mais qui sont quand même beaucoup plus drôles en anglais, restent vraies. Hein. C'est-à-dire cette espèce
rêve américain d'égalitarisme par le consumérisme, en gros, par le crédit fait à tout le monde pour acheter des machines à laver. Et puis ensuite, la réponse, bah oui, mais tu n'auras plus rien à mettre dans la machine puisque tu te seras tellement ruiné que de toute façon, tu n'auras pas les moyens de t'habiller. Donc, je trouve que cette chanson, elle reste assez d'actualité. De même que l'accent, c'est quand même un marqueur, il me semble, plutôt négatif. Mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens où parfois, un communautarisme positif peut tout à fait mettre en avant ces différences. Mais il me semble que là, c'est plutôt... Oui, alors on parlait chiffon, justement, et j'étais assez intriguée, c'est que pendant tout le film, Maria s'inquiète de la couleur de sa robe, elle se retrouve avec une robe blanche. Oui. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin, elle arrive avec une robe rouge. Une robe rouge, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la symbolique. Non, mais parce que je pense que le film, c'est pour ça que je disais qu'il a un degré d'abstraction. Bon, la couleur est annoncée dès les premiers cartons, vu que c'est que des panneaux de couleurs, avec ces lignes. Donc là, comme ça, c'est dit d'emblée. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans cette succession de couleurs là, au début, je ne sais pas si ça vous fait ça, il y a presque pas une illusion d'optique, mais en fait le passage d'une couleur à l'autre, des fois on se dit, est-ce que je suis bien en train de voir du rose ou est-ce que je suis au rouge d'avant, mais c'est moi qui... Bon bref, enfin, je trouve ça très intéressant ce travail sur le passage d'une couleur à l'autre et sur ce qu'on perçoit comme étant la couleur réelle ou notre couleur qu'on projette. Mais donc sur le film et l'utilisation des couleurs, je pense qu'en fait, même quand ensuite on passe à des prises de vue réelles, donc on n'est plus dans le générique hyper abstrait, mais qu'on arrive vraiment avec des personnages, en fait, cette abstraction continue, parce que quand Maria arrive avec sa robe blanche ceinturée de rouge, attention, vous avez oublié de la ceinture rouge, dans le gymnase où il y a le bal, c'est aussi, on pourrait dire, un happening de l'arrivée du blanc dans le multicolore. C'est-à-dire que on voit bien que ça a un sens. C'est la première fois qu'elle va au bal, c'est la débutante, c'est la vierge, c'est tout ce qu'on veut, enfin qui va dans ce monde quand même de sueur et parce qu'on n'a pas parlé de la chorégraphie de Jérôme Robbins, mais qui est très sensuel, voire sexualisé, et puis qui, à mon sens, alors je me trompe peut-être, à la fois a ce caractère très sexuel, et à la fois, et un peu agressif, enfin, et à la fois, me semble-t-il, égalise les sexes. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes ont les mêmes mouvements sexualisés, ils ne sont pas différenciés entre eux. Et ça aussi, c'est une forme de modernité très, très, très forte, quoi, très, très radicale, il me semble. Mais donc voilà, je pense que l'arrivée de Maria en robe blanche, c'est autant justifié par le récit, la psychologie, enfin tout ce qu'on veut, qu'un événement plastique. C'est-à-dire que nous, on voit du blanc parmi les autres couleurs. Et d'ailleurs, c'est non seulement revendiqué, c'est accentué par le trucage complètement fou de quand elle tournoie et qu'on a cette espèce de solarisation de l'image pour passer ensuite à la séquence suivante. On a l'impression que tout ça est passé dans une espèce de machine à laver de gélatine colorée. Et donc, ça ne cherche pas du tout à rendre réaliste. Non, c'est procédé sur procédé. Enfin, c'est ça qui est très surprenant dans les transitions d'une scène à l'autre. Le rouge, le ciel de New York qui nous est montré comme rouge, comme ça, le soir. Bon. Donc, il y a beaucoup moins... à mon avis, ce n'est pas une interprétation de la symbolique des couleurs, mais plutôt une espèce d'attentat coloré qui nous est fait, chromatique, qui nous est fait aussi à nous, spectateurs. Et donc, évidemment, on peut voir le passage au rouge comme... du point de vue du sens, elle le dit. C'est même un peu... Moi, c'est ça que j'aime pas trop dans le film, c'est que tout est explicité, d'une certaine façon, dans le dialogue. Elle dit, voilà, maintenant, c'est moi qui ai la haine, parce que vous les avez tués, etc. Ben, vous m'avez donné la haine. Bon. Et donc, c'est cette espèce de veuve rouge. Mais est-ce que c'est ça qui est important, ou plus le fait qu'on se souvient que d'abord elle avait une robe blanche avec une ceinture rouge, puis qu'à la fin elle avait une robe rouge avec une espèce de voile noir, quoi, qu'avait Anita avant d'ailleurs.
il me semble, enfin. Je crois que c'est une provocation quand elle dit « vous m'avez donné la haine », parce que si elle l'avait eu vraiment jusqu'au bout, Elle aurait tiré. Elle aurait empêché que les deux bandes portent le corps de Tony, je sais pas. Oui, mais là encore, c'est intéressant comme on cherche à... On psychologise, mais le film s'y prête. Je veux dire, il y a de la psychologie, il y a des personnages, il y a des... Vous avez raison. Ce serait un déni de ma part de faire comme si c'était un dessin animé. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on retient quand même? C'est que cette fin, c'est un cortège funèbre, en fait. C'est un cortège funèbre quasi mythologique, je veux dire. Enfin, il y a une espèce de poids à la fin. Et donc le fait que ce soit pas réaliste du point de vue psychologique ou qu'elle aurait dû normalement les empêcher de le porter, vous voyez, on n'est pas au même niveau, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je disais qu'il a cette pulsion monumentale, Robert Wise. Il veut faire quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie, bon, donc il prend une intrigue shakespearienne et puis ensuite il filme de façon à faire un monument. Et faire un monument, c'est justement ne pas... on ne peut pas se laisser prendre dans le réalisme psychologique, en tout cas selon ça. Et donc il faut avoir cette espèce de hauteur qui fait que, même si c'est pas justifié et que normalement elle aurait dû se jeter sur eux et pas les laisser porter le corps, voilà, c'est la forme à la fin qui nous donne une dimension, me semble-t-il, mythique. Je dis mythologique, c'est plutôt mythique que je voulais dire peut-être. Ouais. Mais vous pensiez à Antigone, peut-être. Sur cette scène finale et ce que disait Madame avant, moi je pense que quand elle parle, quand elle dit j'ai la haine, mais en fait elle montre aux deux autres groupes que c'est leur haine qui a tué son frère, qui a tué Riff et qui tue Bernardo. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a nullement l'intention de... Elle reste Maria, mais je pense que c'est simplement le moyen pour elle de montrer que l'aboutissement de cette scène finale, c'est leur responsabilité à tous. Oui, mais ce côté systémique, disons, qu'elle pointe, c'est ça, c'est-à-dire que le film, c'est pour ça que je parlais de conflit de génération, parce qu'il se situe justement pas à un niveau individuel. Et ce qu'elle dit, c'est aussi ce que dit Doc. Doc, il dit, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter, quoi ? À un moment, il faut que quelqu'un... Donc elle dit ça, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est vous m'avez contaminé, et donc d'où la robe rouge et le pistolet. Mais ça, c'est une logique de western, si vous voulez. C'est pour ça que je dis que c'est mythique dans l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que quelqu'un, bon sang de bonsoir, viendra et mettra un coup d'arrêt à la violence des interactions dans la cité, quoi. Et évidemment, c'est la question du western. Et si vous avez vu L'homme qui tua Liberty Valance, James Stewart, il essaye. Et j'y ai pensé quand je voyais quand le grand Tony se benait. Je me dis, il y a un côté James Stewart, c'est-à-dire qu'il arrive, non, vous battez pas, mais ça y est, tu es déjà sur le terrain de la bagarre. Évidemment que tu vas toi-même être au premier plan et que la violence passera par toi. Donc, et ça, c'est exactement la problématique, disons, récurrente du cinéma américain dans tout ce qu'il a de plus fondamental, à savoir le western, et singulièrement le western de John Ford, et singulièrement Liberty Valance. C'est-à-dire que celui qui veut apporter la paix, la civilisation, le droit et la fin de la violence, en fait, il est entraîné là-dedans et soit il est contaminé et il contamine, soit il faut un truc très très tordu, et je laisse les rares chanceux qui n'ont pas encore vu Liberty Valance de trouver comment on peut malgré tout y arriver sans y arriver. Mais là ils n'y arrivent pas, quoi, c'est sûr. Mais je dis John Ford, mais évidemment je pense à John Ford aussi parce que Natalie Wood joue Debbie dans La prisonnière du désert, The Searchers. Et on n'a pas parlé de Natalie Wood, mais c'est quand même
justement un point d'ancrage, un visage, un corps, une silhouette quand même très, très important dans le film. Il me semble que c'est vraiment autour d'elle qu'on s'accroche au film, parce que... Et je pense que c'est pas un hasard si les autres sont un peu fallots, alors soit parce qu'il fallait que ce soit des danseurs, bon c'est une chose, mais quand même, le film est quand même très centré autour d'elle, sa force, sa pureté, sa colère, sa violence à la fin, sa beauté, et elle sort juste de ce film magnifique d'Elia Kazan, La fièvre dans le sang. La fièvre dans le sang, Splendor in the Grass, avec Warren Beatty. Et pour la petite histoire, enfin qui n'est pas si petite, et d'ailleurs il est encore vivant, il aurait dû jouer avec elle, ils étaient amants dans la vie, et donc il aurait, c'était l'un des choix possibles pour Tony, Warren Beatty, et je pense que ça aurait été un peu plus intense. Je suis d'accord avec vous pour Maria. Je pense qu'il y a un autre personnage féminin, c'est Anita. Ah oui, Anita, en fait, c'est vrai. Oui, tout à fait. Il y a pas une dualité, parce qu'elle se complète, mais c'est en fait les deux personnages féminins qui tiennent le film. Ce sont les deux pôles. Oui, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Pardon. Oui, je disais donc, concernant, vous parliez de Maria, mais il y a le personnage de Anita qui la complète. En fait, ce sont les deux personnages vraiment pivots du film. Oui, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on peut regretter que du côté des Jets, vraiment, alors la représentation des femmes, c'est vraiment épouvantable. Enfin, épouvantable. C'est très stylisé, quoi. C'est vraiment les dames, une espèce de version dégradée des filles à gangsters, des films de gangsters. Enfin, elles n'ont aucune existence réelle, quoi. Mais c'est vrai que c'est les deux piliers, d'où cette chanson très belle à la fin, où Rita Moreno et Natalie Wood, alors c'est pas elles qui chantent, c'est pas leur voix, hein, j'ai pas dit, mais Natalie Wood, c'est la voix de Marnie Dixon, qu'on entend souvent dans les films MGM, et qu'on entendra d'ailleurs dans My Fair Lady la prochaine fois. Mais voilà, cette chanson où elles sont toutes les deux est importante, parce qu'aussi, là pour le coup psychologiquement, on voit arriver l'impossible, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'on se dit mais comment ils vont faire pour que d'abord la sœur accepte la mort de son frère et choisisse le camp de son amant. Bon, à la limite on se dit la passion amoureuse toute neuve fait que... Et puis ensuite, comment on va faire pour que la veuve du frère, qui est quand même une figure de parentale, enfin les deux sont des espèces de parents de substitution, hein, entre deux générations comme ça, comment elle va accepter que cette jeune fille dise si finalement je l'aime quand même, il l'a tué mais je l'aime quand même, et on se dit c'est impossible en fait, c'est impossible à réaliser. Et il me semble que dans la durée même du numéro, dans le jeu de Rita Moreno, on y croit, c'est-à-dire aussi parce qu'il a choisi quelqu'un avec des très grands yeux, des poches sous les yeux, des très grands yeux noirs, voilà, il y a quelque chose de physique qui advient et qui fait qu'on croit à ce revirement psychologique moral, enfin, qui n'est pas gagné. Et bon, après, elle rechange avec le viol, mais bon, c'est encore une autre étape. Mais ça, il faut quand même réussir à le faire, et il le fait au cours du numéro. Et ça, on n'a pas reparlé de cette question de en quoi les numéros chantés, dansés font avancer l'action dans la comédie musicale. Ça, c'est un héritage de la comédie musicale classique, par opposition à la comédie musicale pré-classique, où c'était, bon, allez, maintenant, on répète un spectacle, alors on se met sur scène et on danse. Là, vraiment, c'est complètement intégré, et on se dit, bien sûr, si on enlève tous ces numéros, c'est quasi un opéra, parce que si on enlève tous les numéros chantés et dansés, il reste plus... Le livret est nul, enfin, je veux dire, ça n'a pas grand intérêt, ni les dialogues, ni vraiment les actions. Donc, évidemment que c'est pendant la durée de la chanson que quelque chose advient, mais c'est beau, parce que ça advient vraiment sous nos yeux. Si on y croit. Enfin, moi, je trouve que c'est crédible, là. Et pour vous appuyer sur le rôle très important d'Anita, outre la vitalité, son talent de danseuse, etc., eh bien, Spielberg a choisi de créer un personnage en plus dans West Side Story 2021, d'équivalent de Doc, mais disons féminin, de femme âgée qui est une sorte de mère de substitution pour Tony, mais qui elle est portoricaine dans le film,
Et on s'aperçoit, quand on n'a pas regardé le générique après, qu'en fait, elle est jouée par Rita Moreno. Donc il a invité l'Anita de 1961 dans un rôle fait sur mesure, et il lui fait chanter Somewhere, c'est-à-dire la chanson un peu d'espoir des deux amants qui disent Someday, somewhere, on trouvera un lieu où aller. Eh bien, c'est cette femme âgée qui le chante dans le remake. Donc c'est quand même... c'est qu'effectivement, ce rôle d'Anita et singulièrement le jeu de Rita Moreno sont très très importants, vous avez raison. Bon, une dernière question, parce que je sens que les gens... Oui, je voulais faire remarquer ce que j'ai ressenti, c'est que les chorégraphies, d'abord, sont magnifiques. Oui, bon. c'est vrai. Ça, tout le monde le sait, mais c'est surtout qu'on a constamment l'impression que la chorégraphie, enfin chaque morceau chorégraphié fait avancer l'action. Oui. La chorégraphie n'est pas une illustration de l'action, et ça, moi, je trouve qu'on le ressent beaucoup dans ce film en particulier. Oui, c'est vrai. Plus que dans, mettons, les chorégraphies Hermès Pan ou Gene Kelly, qu'on adore, hein, je me souviens. Mais je suis d'accord que dans cette comédie musicale classique, ce qui fait avancer l'action, c'est quand même souvent la chanson. La chanson et la gestuelle à l'intérieur du numéro dansé, chanté, la gestuelle dans le couple. Par exemple, Dancing in the Park, dans Tous en scène, effectivement, ils ne s'aiment pas, ils se détestent, et puis hop, il y a de la musique, ils se mettent à danser. Enfin, il n'y a pas de musique d'ailleurs, je crois qu'il y a pas de... On en a parlé. Et ils se mettent à danser ensemble, Gene Kelly et Sid Charisse, et là va commencer l'histoire d'amour. C'est pas tout à fait la même chose là, et vous avez raison de souligner que la chorégraphie est beaucoup plus motrice. Bon, d'abord, elle est beaucoup plus énergique, elle est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, et elle est basée sur un déséquilibre permanent, quoi. C'est-à-dire des asymétries, des corps qui sont souvent penchés avec les bras, voilà, comme ça devant. Donc c'est beaucoup plus... et le fait de se plier un peu comme ça en deux pour avancer en claquant des doigts, finalement, ça se retrouve à la fin dans la silhouette de Maria quand elle est complètement repliée et qu'elle a lâché et qu'elle sait que tout est perdu et qu'elle est au-dessus du corps, au-dessus du cadavre de Tony. Et voilà, c'est aussi des échos comme ça. Alors, on voit bien que Natalie Wood n'est pas danseuse et que quand elle danse, la chorégraphie est très simplifié, et ça, Demy, il s'en souviendra, parce qu'il a aussi le même problème avec Catherine Deneuve pour les Demoiselles de Rochefort, mais il arrive à intégrer, justement, à faire des chorégraphies plus simples à des amateurs, et puis des chorégraphies très compliquées et très acrobatiques aux autres. Puisqu'il y a effectivement, là, le personnage de Riff, qui fait beaucoup de flips, de sauts, enfin, de choses très, très acrobatiques, et donc c'est très complexe. Vous avez raison de dire que ça fait avancer l'action, mais j'arrive pas à exactement voir en quoi ça peut avoir une valeur narrative. Je pense qu'elle est énergétique, en fait. Elle est presque... c'est cette dynamique-là et ce déséquilibre permanent, et cette violence, on pourrait dire, qu'il y a dans cette chorégraphie. Cette violence et le caractère aussi sexualisé dont on parlait dans le mambo. Vous vous souvenez, au moment du viol, enfin de la tentative de viol, puisque c'est quand même stylisé d'une certaine façon, enfin il s'arrête, elle est quand même à l'horizontale. C'est pas rien de montrer un personnage féminin sous cet angle, c'est-à-dire complètement à l'horizontale par terre, donc on voit son cou et puis une partie de son visage, mais vraiment c'est rare de voir cet angle-là, on voit presque le début du maquillage, enfin il y a vraiment quelque chose de très violent en fait dans cet angle-là quand elle est par terre et que Doc rentre et dit mais qu'est-ce que vous faites, et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette scène de tentative de viol, on entend la musique du mambo et la musique de In America, comme si on avait cette espèce de retour du préjugé ethnique, du racisme. Voilà, c'est la portoricaine, on peut tout se permettre, en arrière-fond comme ça. Et donc les chorégraphies et le rythme et la musique portent aussi cette violence. Ouais. Ils se permettent avec leurs propres femmes, donc parce que
On a l'impression quand même que dans le milieu portoricain, les hommes sont très protecteurs et très respectueux de leurs femmes, alors qu'on sent très, très bien, ne serait-ce que la main aux fesses au passage, que les hommes des Jets sont beaucoup moins respectueux de la femme finalement. Oui, mais je trouve que ça fait quand même partie, malgré tout, des clichés du film, qui font qu'on comprend pourquoi ils sont là. Mais c'est un peu des codes, on les accepte comme des codes, mais ils sont un peu durailles à assimiler, et je pense que Spielberg a essayé justement d'assouplir ça, ce qui peut affadir aussi, mais en tout cas il voit bien que c'est plus possible en 2021 de faire comme si c'était normal. Et il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est Anybody's. C'est effectivement, puisque c'est des frontières de territoire, des frontières entre générations, il y a aussi la frontière entre les sexes, avec ce personnage de garçon manqué, on aurait dit à un moment, qui essaye de s'assimiler et qui est toujours rejeté, sauf à la fin, et dont Spielberg fait un personnage. Alors il change pas grand chose, sauf qu'on comprend plus clairement qu'elle est gender fluid, on dirait, comme on appelle ça, qu'elle est transgenre, ou qu'elle est voilà, c'est un peu plus. Mais le personnage est déjà là, le personnage de Anybody's, qui est méprisé parce que va porter des jupes, c'est ça qu'on lui dit. Et du côté masculin, il y a Little Boy, il s'appelle celui qui se met à pleurer et qui a honte Baby de John, Baby John. Oui, tout ça qui est se met à pleurer, et voilà, et il a honte, et on comprend qu'il a justement ce côté féminin que les hommes ne doivent pas s'autoriser à avoir. Oui, tout ça est très quand même schématique. Tout ce virilisme, ces différents. Je trouve que c'est ce qu'il y a dans le film de plus. Alors, stylisé, puisque le reste est stylisé, puisqu'il y a une stylisation plastique, on a le droit, du coup, de faire qu'il y ait des personnages un peu folklorisés, parce que l'un des courants de la comédie musicale classique, c'est la comédie musicale folklorique, véritablement, qui se passe à la campagne, avec des clichés sur l'Amérique profonde, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on a aussi le droit d'utiliser ça, si on veut, à la ville. Mais le problème, c'est que ça a des implications politiques qu'aujourd'hui on trouve un peu dur à maintenir, quoi. Mais ça fait des couleurs. Disons, je pense que ce qui est important pour Robert Wise, c'est pas un idéologue, c'est qu'en fait il y ait c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y ait des variations. De même qu'il y a cette tension dont on parlait, qu'il y a ce côté composite entre la tragédie, des choses très comiques dans les chansons, de même, dans le groupe, il faut qu'il y ait des différences. C'est un truc purement rythmique. Le rythme, ça n'existe que par l'interruption. Le rythme, voilà. Donc il faut de la différence, il faut cette multiplicité-là pour que l'ensemble soit riche. Mais effectivement, au moment de le refaire en 2021, c'est impossible de maintenir certains clichés. Je pense que c'était ça. Mais enfin, est-ce qu'il faut faire des remakes pour normaliser les films ? Voilà. Grand débat que nous n'aurons pas ce soir, mais qu'on aura peut-être sur My Fair Lady un petit peu. My Fair Lady, donc, qu'on va passer le 13 avril. 13 avril, Audrey Hepburn, qui était l'une des actrices pressenties pour West Side Story. Vous vous rendez compte ? Imaginez Audrey Hepburn à New York, en portoricaine de New York. Voilà. Voilà, faites de beaux rêves. Alors, sur cette. Juste, par contre, préciser que ça sera à 19h. Ah oui, c'est à 19h. My Fair Lady sera plus tôt parce que le film est très long. Oui, 19h parce que pour nous apprendre l'accent anglais, Queen's English, il faut un petit peu de temps. Mais merci de votre patience et merci d'être venu ce soir.